L'État au régime. Vous allez tout comprendre. Avec René Dosière. Bonjour, René Dosière. Merci d'être avec nous. Vous êtes député socialiste de l'Aisne. Vous n'êtes pas rancunier au passage, parce que quand on pense que le Parti socialiste avait présenté un candidat contre vous, qui l'a fait maintenir au second tour, vous avez quand même gagné. Vous êtes député socialiste et vous publiez L'État au régime. C'est votre dernier livre au Seuil. Parce que vous êtes le chasseur des dépenses inconsidérées de l'État, et pas que de l'État, des collectivités locales et territoriales. On va en parler ensemble. Votre livre commence, nous sommes au 19e siècle, en 1851. Il y a eu un coup d'État. Le président de la République, Louis-Napoléon Bonaparte, dissout l'Assemblée nationale. Des députés, évidemment, se révoltent, en appellent au peuple. Mais le peuple ne suit pas les députés parce que le peuple pense que les députés sont déjà trop payés et ils sont déjà des privilégiés. Et il y a un homme, un député, qui s'appelle le député Baudin, qui monte sur une barricade et qui crie devant la troupe qui est face à lui: je vais mourir pour 28 francs, c'est ça? 25, oui. 25 francs. Et effectivement, la troupe tire et ce député Baudin est tué. Il était médecin, je crois. C'était un médecin, oui. Qui soignait d'ailleurs gratuitement les pauvres. Qui soignait gratuitement les pauvres et qui est aujourd'hui au Panthéon. Au Panthéon, oui. Ah, l'un des grands hommes de notre République. Je veux dire par là que, et c'est le début de votre livre, je veux dire par là que ce reproche que l'on fait à nos élus d'être des privilégiés, il ne date pas d'aujourd'hui. Il date du début de la République. C'est-à-dire qu'il y a un malentendu, alors que l'on sait que lorsque les députés ne sont pas rémunérés, ce sont des privilégiés qui vont siéger. À partir du moment où on leur donne une rémunération qui permet à des gens modestes d'accéder à la fonction parlementaire, eh bien là, le peuple trouve on en fait trop, et ça n'a pas cessé, je dirais, depuis. Alors, il faut vivre avec, mais ceci dit, il faut aussi démontrer aux Français que la fonction parlementaire mérite une certaine considération, une rémunération satisfaisante, ne serait-ce que pour que le député soit indépendant, oui. Et que ça permet justement aux gens qui n'ont pas de fortune, c'est d'ailleurs mon cas, ou de tradition familiale, de pouvoir accéder à la fonction parlementaire. Alors encore une fois, il ne s'agit pas, dans vos livres, il ne s'agit pas de désigner l'élu comme quelqu'un d'irresponsable et de corrompu. Il s'agit de désigner le système. Tout à fait. Nous vivons en France dans un système de privilégiés, là. Vraiment, un système qui dépense énormément d'argent. Je pense à l'Assemblée nationale, je pense au Sénat, je pense à la République, je pense aux officines diverses et variées, et je pense aux collectivités locales et territoriales. L'essentiel de votre livre, les collectivités locales et territoriales. Et là, vous dites, nous avons des communes, nous avons des intercommunalités, et tout ce monde d'élus vit finalement dans une opacité totale. Oui, alors Jean-Jacques Bourdin, vous avez raison de dire que je ne stigmatise pas les collectivités locales ou les individus ou les collectivités. Mais en fait, le système que nous avons actuellement est un système qui n'a pas de contrôle en ce qui concerne la dépense. Donc on dépense beaucoup. Je prends l'exemple, vous avez pris l'exemple des communes. Alors on a les communes 37 000 communes. C'est important, d'ailleurs ça a des budgets, importants. Et puis on a créé l'intercommunalité, c'est-à-dire des regroupements de communes qui vivent au-dessus, qui font à peu près la même chose que les communes sur le même territoire. Mais c'est-à-dire sur le même territoire, parce que là je me mets à la place des citoyens qui ne comprennent pas à quoi sert l'intercommunalité. Le regroupement de communes, ça sert à quoi? Eh bien, ça permet de faire des choses que les communes toutes seules ne pourraient pas faire. Ça fait de la voirie, ça fait des équipements, des grands équipements, ça s'occupe du développement économique, ça s'occupe du logement, c'est-à-dire l'assainissement. Toutes les compétences les plus importantes sont aujourd'hui le fait de l'intercommunalité. Mais ces élus ne sont pas élus au suffrage universel. Ils sont désignés par les conseils municipaux. Donc on ne sait pas ce qu'il fait. Il n'y a pas de Comme c'est un regroupement de communes, l'intercommunalité, ce sont les élus des communes qui désignent les membres de la communauté de communes. Oui, et donc le citoyen, lui, ne sait pas exactement ce qui se passe. Par contre, ces intercommunalités, elles
elle prélève des impôts. Oui. Et ces impôts sont, au fil du temps d'ailleurs, ça fait 20 ans que ça existe, et elles se sont développées de façon considérable. La quasi-totalité des communes françaises, sauf en Île-de-France, sont maintenant dans une intercommunalité. Donc vous voyez que tout ça est très grand. Et donc, à ce moment-là, les impôts prélevés par ces intercommunalités sont considérables. Et donc, vous avez des gens qui prélèvent des impôts qui ne sont pas élus au suffrage universel direct. Oui. C'est invraisemblable. C'est invraisemblable. C'est pas la République, ça. Mais alors, vous savez que ceux qui paient des impôts, et même qui en paient beaucoup, se disent... On est d'accord, on paye beaucoup d'impôts, mais on voudrait savoir à quoi servent nos impôts. Et justement, là, on ne sait pas tellement à quoi servent nos impôts. Oui, alors que malgré tout, les élus locaux savent bien expliquer. Vous savez, et puis comme on est près, on est près des gens, on l'explique parce que je suis surpris de voir que malgré la montée, si vous voulez, très forte des impôts locaux, il n'y a pas de révolte des contribuables. Oui, ça c'est vrai. Et pourtant, il y aurait des motifs, mais il n'y a pas de révolte des contribuables parce que là, je crois que les élus savent bien expliquer, ont des politiques de communication par ailleurs un peu coûteuse. Mais enfin, alors justement, parlons-en de la communication. Pléthore, de communicants dans ces communautés de communes. Pas seulement dans les communautés de communes, bien sûr. Mais si vous voulez, la difficulté, c'est comme on a des journaux, on a des films, on a des vidéos, on a des... etc. La politique, c'est de faire, mais c'est aussi de faire savoir. Et donc maintenant, avec les techniques de communication, qui sont devenues d'ailleurs de plus en plus coûteuses. Bon. Alors, la solution, si vous voulez, c'est simplement de rendre les gens responsables. Les rendre responsables devant le suffrage universel. Bien sûr. À ce moment-là, je pense qu'ils seront plus raisonnables et le rythme des dépenses, qui est très fort, ralentira. Alors, comment faire ? On ne va pas voter pour le maire et voter pour... Si, le même jour, vous pouvez voter pour un exécutif, 5 à 10 personnes, qui présenteront leurs projets et qui seront les responsables de l'intercommunalité. Et puis, en même temps, quand vous votez pour le conseil municipal, eh bien, on vote pour des délégués qui sont au sein du conseil municipal, qui seront l'assemblée communautaire. Donc on aura une séparation entre l'exécutif, qui sera élu sur un projet politique, et puis un délibératif, une assemblée qui sera, elle, de majorité variable. Vous dites à terme, on peut faire entre 15 et 20 milliards d'euros d'économie. Oui, écoutez, ce bloc... 15 à 20 milliards. Oui, mais c'est très simple, parce que ce bloc... C'est ce qu'on cherche. Hein. C'est ce que l'État cherche dans son budget de 2013. C'est plutôt les collectivités qui feraient des économies. L'État en fera un peu quand même, parce que bien sûr que l'État en fera un peu. L'État finance un tiers des collectivités, donc s'ils réduisent leurs dépenses... Ça fait entre 5 et 7 milliards. L'État réduira les siennes. Mais pourquoi ? Tout simplement parce que, comme il n'y a pas de contrôle, si vous voulez, eh bien, aujourd'hui, communes et intercommunalités, leurs dépenses s'ajoutent. Le rythme de progression des dépenses est très rapide. Il est plus rapide que la richesse nationale. Et je fais l'hypothèse que si on rend ces gens responsables, ces élus responsables devant le citoyen, à ce moment-là, ils seront plus raisonnables. Le rythme des dépenses sera plus faible. Et donc, on fera 15 milliards d'économies. Pourquoi n'y a-t-il pas de contrôle ? Parce qu'on a mis en place un système où il n'y a pas de, c'est quand même invraisemblable, ça. C'est quand même invraisemblable. Alors au début, on ne savait pas que ça allait marcher aussi bien que ça. Donc, on se disait, c'est pas très grave. Lorsque vous dites ça, il n'y a pas de contrôle, il faut changer les choses, j'imagine les élus socialistes, vos amis socialistes, ils vous tombent dessus. Oh, écoutez, non, parce que, enfin, pas tous. Mais vous savez, vous avez parmi les élus, vous avez des gens qui gèrent très bien. D'une manière générale, ils gèrent plutôt bien. Mais c'est le système qui est à remettre en cause, c'est pas l'élu. Cité, si vous voulez, un cas de dérive qui était à Metz, où ils avaient à un moment donné un nombre invraisemblable de vice-présidents. Depuis, ils ont changé d'ailleurs, ils ont corrigé le tir. Donc, partout, on corrige. Partout, on corrige, on corrige à l'Élysée, on corrige à l'Assemblée nationale, on corrige au Sénat. Mais au Sénat, vous ne pouvez pas y travailler parce que vous êtes député. Donc, c'est un choix que j'ai fait de ne pas me préoccuper du détail du fonctionnement du Sénat. Je laisse le soin aux sénateurs à faire éventuellement ce travail. Je l'attends avec impatience parce que je pense qu'il y aurait beaucoup à dire, mais je n'en dirai pas plus. Alors, beaucoup d'économies, alors que la France est surendettée. Je rappelle quand même que la France emprunte
pour rembourser sa dette, ce qui est interdit aux ménages, aux particuliers. Nous n'avons pas le droit, mais la France se permet d'emprunter pour rembourser sa dette. Et c'est vrai que nous vivons à crédit à partir du 1er octobre. C'est ce que vous rappelez dans votre livre. Arriver, à partir du 1er octobre, la France vit à crédit. Octobre, novembre, décembre, 3 mois. Voilà, tout à fait. Pendant 3 mois, nous vivons à crédit. Ça fait des années que ça dure. Est-ce que vous allez voter, tiens, au passage, le traité budgétaire? Bien sûr, bien sûr. C'est une urgence absolue, si vous voulez. L'endettement, c'est 22 millions d'euros par heure. Le paiement des intérêts, c'est 6 millions d'intérêts par heure. On ne peut pas continuer comme ça. On va perdre complètement notre souveraineté si on ne réduit pas la dette. Et vous savez, quand on ne réduit pas les déficits publics et qu'on prend des mesures de rigueur ou d'austérité, qui souffre le plus? C'est les pauvres, c'est les plus pauvres. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument réduire la dette. On ne peut pas vivre perpétuellement au-dessus de ses moyens. Depuis 1974, la France n'a jamais eu un budget équilibré. Jamais. Alors le résultat, c'est celui qu'on a aujourd'hui. Alors René Dosière, vous êtes un homme de bon sens. On parle de ces économies à faire de tous les côtés, parce qu'on saupoudre ici ou là, je vois, on réduit... On n'a pas réduit le nombre de ministres, tiens, au passage, René Dosière, alors que vous l'aviez recommandé au Premier ministre. C'est quand même au président Premier ministre de prendre leur décision. Oui, d'accord, mais enfin, ils peuvent recueillir des conseils, mais enfin, ils ne sont pas obligés de les suivre. Ils n'ont pas du tout réduit le nombre de ministres. Oui, mais ils ont diminué le traitement. Oui, ils ont diminué le traitement. Oui, c'est vrai. Mais à l'Élysée, on n'a pas diminué le nombre de véhicules. 105. Je crois qu'il y a des efforts. Oui, il y a des efforts. 27 à la chancellerie allemande. Oui. Mais ça, c'est des chiffres sous Sarkozy. Sous Sarkozy. Attendez, parce que vous croyez que ça a été réduit considérablement. Écoutez, je crois que François Hollande a donné une impulsion. Il est plus normal que Nicolas Sarkozy. Dont je me réjouis d'ailleurs, et je me propose naturellement de vérifier que les choses suivront. Mais je crois qu'on vit beaucoup plus modestement d'ailleurs. Il faut regarder le Plantu l'imagine toujours en 2 chevaux. C'est mieux que la chaise à porteur de Balladur. René Dosière, il y a vraiment des économies à faire dans le fonctionnement de l'État. Oui, bien sûr, bien sûr. Et vous parliez des collectivités. Mais vraiment, ces chiffres de plusieurs milliards d'euros, ces économies sont réalisables? Oui, en faisant ces réformes de structure. Alors voilà, une grande réforme institutionnelle. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire suppression de certains élus, de certaines strates? Ça veut dire regrouper. C'est la réforme essentielle, c'est là où il y a le plus d'argent. Parce que c'est là où on fera le plus d'économies. Évidemment. C'est de mutualiser, de regrouper de manière fonctionnelle commune et intercommunalité, rendre les responsables de l'intercommunalité élus devant le suffrage universel, et à partir de ce moment-là, faire des économies. Quand on dépensera 100 euros, en même temps, on essaiera de faire ça va mettre au chômage des employés territoriaux ou de collectivités territoriales. Non, on peut éviter, par exemple, de remplacer ceux qui partent à la retraite. Donc, parce qu'il y a une inflation aussi. Il n'y a pas de licenciement. Il y a une inflation, non, dans oui, le nombre notamment, alors je le dis parce qu'avec les collectivités, on mélange un peu tout. Moi, je ne me suis occupé que du bloc communal parce qu'il n'y a pas eu de transfert. Parce que pour les régions et pour les départements, l'État a transféré du personnel. Donc on ne s'y reconnaît plus. Tandis que pour les communes, pour le bloc communal, commune intercommunalité, il n'y a pas eu de transfert de l'État. Donc les augmentations de personnel sont liées à la satisfaction de besoins nouveaux. Je ne dis pas qu'on gaspille. On fait beaucoup de choses et quand l'argent est rare, il faut peut-être vivre un peu en dessous, quoi. Je reviens à l'Élysée, en lisant votre livre, 900 personnes à l'Élysée qui travaillent, vous dites on pourrait descendre à 600 sans problème. 600, c'était le chiffre qu'il y avait du temps de Giscard d'Estaing. Hein. Oui. Donc je pense que c'est possible. Remarquez que l'Élysée, le budget est à 113 millions. Hein. C'est une journée d'intérêt. Vous savez, c'est pas l'Élysée, c'est pas considérable. Même le budget de l'Assemblée, hein, c'est le budget de fonctionnement de la ville de Nice. Qu'est-ce qu'on pourrait faire à l'Assemblée? Quelles mesures on pourrait adopter pour faire un peu plus d'économies? À l'Assemblée, on a déjà fait beaucoup d'économies. C'est vrai. Et je le dis. Maintenant, on peut continuer naturellement à faire des économies. Il faut surtout faire la transparence. Transparence sur le budget de l'Assemblée, transparence sur les indemnités de frais des élus, fameuse IRFM. Alors là, la fameuse IRFM, vous demandez quoi? Vous demandez ce que ces indemnités soient justifiées
publiquement et que ces indemnités soient contrôlées. Oui, et contrôlées par les députés eux-mêmes. On a une commission interne qui pourrait faire... Oui, parce qu'il y a une séparation des pouvoirs. C'est-à-dire que, il ne faut pas que l'État vienne contrôler. Si vous invitez quelqu'un à déjeuner, vous donnez votre note de frais à quelqu'un qui, à l'Assemblée, va contrôler. Non, pas comme ça. C'est quoi alors là, on va créer... Non, on tout simplement... Attendez, quand on est salarié, si on invite quelqu'un à déjeuner, on donne la note de frais. Oui, mais le député, lui, peut être amené... c'est pas non plus un salarié normal. C'est-à-dire que le député peut être amené pour des raisons politiques à inviter telle ou telle personne et on n'a pas besoin de savoir qui. De même, il peut être amené à se déplacer pour négocier. On n'a pas besoin non plus de savoir. Hein. Donc, il faut quand même être payé. Mais on doit pouvoir... cette indemnité doit être consacrée à des frais professionnels. Il faut donc qu'on prenne les moyens de faire en sorte qu'il n'y ait pas de suspicion. Aujourd'hui, il y a trop de suspicion parce qu'il n'y a pas de transparence. Mais un certain nombre de députés, dont moi-même, on a mis l'utilisation de notre IRFM sur le blog. Donc chacun peut savoir comment on le dépense et on s'aperçoit que on dépense tout dans des frais professionnels. Alors j'ai appris quelque chose dans votre livre parce que j'étais aussi, comme tout le monde, je pensais que les députés battus conservaient leur rémunération pendant 5 ans. Oh, non, alors, ça c'est faux. Non mais je croyais moi aussi. Bon, c'est faux. Oui, c'est faux. C'est une idée reçue, comme on dit. Tout à fait. Mais vous savez, il y en a beaucoup, là. C'est pour ça que j'essaie de rétablir un peu la vérité. Non, un député, vous savez, un député battu, on lui a assuré, depuis peu de temps d'ailleurs, la possibilité d'avoir pendant 6 mois un plafond de rémunération, déduction faite de ce qu'il pourrait gagner entre-temps. Mais en réalité, au bout de 2-3 mois, chacun retrouve un travail. Et la réalité sur la retraite? Alors, quelle est la réalité de la retraite du député? Écoutez, si on parle du système qui est maintenant celui des nouveaux députés élus, parce que c'est celui qui compte, je peux vous dire qu'il est nettement moins attractif que le système dont je bénéficierai quand je serai... C'est-à-dire qu'un nouveau député élu a une retraite à vie? Ah non. D'abord, il va cotiser moins. Il aura une retraite beaucoup plus faible. On a diminué les retraites de 50%. De 50%. De 50%. Et pour avoir la retraite maximum, aujourd'hui, on peut l'avoir à 22 ans de mandat. Il faudra maintenant 31 ans de mandat. Vous savez, heureusement que les députés ne font pas ça pour l'argent, parce que s'ils avaient su ça avant de se présenter, peut-être qu'un certain nombre ne seraient pas présentés. J'ai une dernière question à vous poser, René Dosière. C'est l'actualité, le droit de vote des étrangers en situation régulière et en France depuis au moins 5 ans aux élections locales. Vous y êtes favorable ou pas? Oui, j'y suis favorable. Simplement, il faut savoir, il ne faut pas là non plus... vous n'avez pas signé. J'ai regardé, j'ai cherché votre nom dans la liste des députés. Oui, on ne m'a pas demandé de signer. Vous auriez signé? Non, je n'aurais peut-être pas signé parce que c'est le contexte, si vous voulez. Je suis favorable à la mesure. On sait que pour la mettre en application, il faut une réforme constitutionnelle. Il faut les 3/5 des parlementaires. Les socialistes, enfin la gauche, n'a pas les 3/5. Autrement dit, pour voter cette mesure, il faut convaincre un certain nombre d'élus de droite. On ne convaincra pas un certain nombre d'élus de droite en faisant des pétitions, en faisant des pressions. On les convaincra en essayant de développer. Écoutez, j'espère qu'on arrivera à convaincre suffisamment d'élus de droite. Il y en a qui sont 2014. Convaincus. On devrait pouvoir j'espère qu'on pourra le faire, mais il ne faut pas braquer, je dirais, les gens. Et aujourd'hui, ce n'est pas la bonne méthode pour pouvoir obtenir cette mesure. Merci René Dosière. L'État au régime, c'est aux éditions du Seuil.